Donc, oui, je voudrais d'abord remercier Zeynep Jouvenot de m'avoir convié à parler de Mon oncle d'Amérique. Mon oncle d'Amérique, c'est le 9e film d'Alain Resnais. C'est un film de 1980. C'est important de dire la date parce que c'est vraiment un film qui, on va le voir, fait un portrait de la France à ce moment-là. Portrait de la France que je dirais de la fin des années 70. 1980, le Festival de Cannes est présidé par Kirk Douglas. Et le film de Resnais est à 2 doigts d'avoir la palme. Il a le grand prix spécial du jury. Il a le prix international de la critique. Et je dis merci à Zeynep Jouvenot, parce que c'est un film qui est très très cher au cœur des cinéphiles. C'est un film particulier. Comme tous les films d'Alain Resnais, c'est un film objet, comme on dit. C'est un objet un peu particulier. On va voir, on va essayer de voir en quoi il est particulier. C'est un film complètement jubilatoire. C'est un film qui est surprenant. Et c'est un film qui est très émouvant, très émouvant. Je dis ça parce que bon, les films d'Alain Resnais, et Alain Resnais, dire ce nom de cinéaste, Alain Resnais, est associé à une gravité, à la gravité et à l'importance de ses premiers films. On en parlera bien sûr assez vite d'ailleurs ce soir. Et Mon oncle d'Amérique a une tonalité légère dans un premier temps, et puis qui va s'assombrir dans un second temps. Et l'émotion va venir, elle va être très très puissante, elle va être dévastatrice. À la fin du film, réellement, le spectateur a vécu une expérience. Je commencerai par essayer de cerner un peu ce film avant de rentrer dans son espace, dans sa matière. C'est les films de Resnais. C'est toujours une invitation à se déplacer dans des espaces. Mon oncle d'Amérique, vraiment, c'est la signature de Resnais. On passe d'un décor à un autre, on passe d'une vie à une autre, on passe d'une tonalité musicale à une autre. Je voudrais conclure cette mini-introduction en disant que le film de Resnais, Mon oncle d'Amérique, résonne vraiment très fortement dans notre présent. Cette crise sanitaire qui m'impose de faire cette conférence devant une salle vide, mais dans le forum, cette crise sanitaire, elle éprouve très fortement nos comportements humains, chaque jour, depuis bientôt 1 an. Et Henri Laborie, qui est le scientifique qui est à l'origine de Mon oncle d'Amérique, dont on va beaucoup parler ce soir, aurait eu beaucoup de choses à dire, je pense, sur nos vies en temps de confinement. Nos vies de confinés, nos vies de masqués, ont beaucoup à apprendre du film qu'on va analyser ce soir. Alors, j'aurais envie de reprendre la formule de Luc Lagier, producteur chez Arte et de son site Blow Up. D'abord parce que Luc Lagier est un spécialiste d'Alain Resnais. Il a écrit un très beau film sur Hiroshima, mon amour, qu'on peut voir dans l'édition DVD de Hiroshima, mon amour chez Arte. Et Luc Lagier commence des petits sujets dans ces sujets de blow-up en disant souvent voilà, Alain Resnais c'est qui, ou plutôt c'est quoi. Et je voulais commencer un peu comme ça avant d'analyser le film en détail, de suivre son mouvement. Je voudrais me demander un peu c'est quoi Mon oncle d'Amérique. D'abord, je dirais que c'est un film expérimental. Le mot fait peur, mais enfin on peut dire que tous les films d'Alain Resnais sont des films expérimentaux, et j'irais même plus loin, je dirais que c'est un film trip. C'est un film trip, vous savez, on galvanise un peu, on galvaude un peu ce terme de film trip quand on parle du cinéma américain. Mais j'aime bien ce terme pour Mon oncle d'Amérique parce que je dirais que c'est un trip à la française. Trip à la française, et j'insisterai beaucoup ce soir sur ce que j'appellerais, faute de mieux, je cherchais un autre mot, mais je le préciserai, la francité du film. Il y a quelque chose de Mon oncle d'Amérique qui capte quelque chose de la France. D'une France de 1980. Donc vous voyez, c'est 80-81, c'est un point de bascule dans l'histoire de France. Et le film enregistre le moment d'avant, ou en tout cas enregistre la fin d'un autre moment, enfin enregistre un moment de transition. Donc un film trip, et je dirais un film expérimental, parce que le mot expérience permet de comprendre le cinéma de Resnais. De tous les cinéastes français de l'après-guerre, sans doute celui qui mérite le mieux cette appellation de cinéaste expérimental, c'est Resnais. L'autre, évidemment, c'est Jean-Luc Godard. Mais il y a Resnais, il y a Godard. Ils ont 2 manières de faire des expériences en faisant du cinéma. Je rappellerai quand même, puisque
on est dans un cours de cinéma, qu'Alain Resnais est l'auteur de 2 films qui vont être des révolutions dans l'histoire du cinéma français. Hiroshima, mon amour en 59, et puis l'année dernière à Marienbad. 2 films écrits par des écrivains, dont le scénario est écrit par des écrivains, Marguerite Duras pour le premier, Alain Aube-Grillet pour le deuxième. Et ce sont des films qui ont été vraiment des révélations dans le cinéma français. Et c'est Resnais qui est l'homme de ces films-là. Alors pourquoi je parle de ces 2 films? Parce qu'on a associé ces 2 films à un mot qui est comme cinéma expérimental, qui est un mot un peu écrasant au cinéma moderne. Et en fait, je dirais que le cinéma moderne, surtout du point de vue de Resnais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a défini un nouveau rapport du spectateur au film. Il a défini un nouveau pacte entre celui qui est dans la salle et celui qui regarde le film. Et je dirais que face à Hiroshima, mon amour, ou Marienbad, le spectateur avait ressenti qu'il n'avait jamais ressenti un film de cette manière-là. Or, cette relation entre le spectateur et le film, elle est au cœur de Mon oncle d'Amérique. C'est un film qui va parler d'une certaine manière au spectateur, et si je disais qu'il était cher au cœur des cinéphiles, c'est qu'en fait, chacun de nous y projette sa propre vie. Et ça n'a pas de prix. C'est un film qui parle à chacun de nous dans une forme très particulière qu'on va voir. C'est une relation très inédite que le film crée. Alors ce film a beaucoup plu au public, c'est le succès public le plus important d'Alain Resnais. C'est un film qui va rassembler plus d'1 million de spectateurs en 1980. Il faudra attendre On connaît la chanson en 1997 pour qu'Alain Resnais batte son propre record. Mais c'est quand même incroyable, je dirais. Donc, première définition du film, c'est un film expérimental grand public. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple dans le cinéma français d'un film aussi ambitieux dans la forme, aussi déstabilisant et qui va plaire au public. Alors, j'ai relu un texte très important un beau texte très important de Serge Danet dans les Cahiers du cinéma en 1981, qui revient sur la Nuit des Césars, une des plus célèbres Nuits des Césars, puisque c'est la Nuit des Césars où François Truffaut a obtenu 10 Césars pour Le Dernier Métro. Et Serge Danet s'étonne de cette razzia des Césars pour Truffaut, et il dit que c'est très étrange, mais surtout ce qu'il dit, c'est qu'à cette époque-là, la sélection française réunissait 4 films d'auteurs, sauf qui peut, La vie, titre magnifique, La vie entre parenthèses de Godard, Loulou de Maurice Pialat, et puis Le Dernier Métro de François Truffaut, et puis Mon oncle d'Amérique de Resnais. Alors il le dit parce qu'il précise que ces 4 films ont plutôt bien marché en salle, alors pas au niveau de 1 million d'entrées, mais dire voilà, 1981, on est dans un cinéma français, les 4 films que je viens de citer, qui sont dans les inventions de forme autant que dans le sujet. Et je cite Danet parce que Danet fait cette formule que j'aime beaucoup pour chercher des premières définitions de Mon oncle d'Amérique. Il dit, à l'époque où il écrit, il n'y a pas encore 1,3 million spectateurs qui ont été voir le film, il dit « Un demi-million de spectateurs parisiens ont accepté de jouer avec Resnais à Mon oncle d'Amérique ». Alors c'est une manière très juste de parler de Mon oncle d'Amérique. Je dirais que c'est une expérience, mais c'est un jeu. En fait, c'est un jeu, et je dirais, pour continuer la métaphore, c'est un jeu de société. Mon oncle d'Amérique, c'est un jeu de société, puisque la société française, c'est son sujet. Donc, première définition, pour cerner, un film-jeu de société. Alors justement, c'est pour illustrer cet aspect ludique du film qui a beaucoup plu aux spectateurs de l'époque et qui crée ce charme particulier au film que je vous ai proposé de regarder un film tout récent, un film de 2015. On va regarder l'extrait numéro 2 et on en parle après. It was amazing. Just Riley and me forever. For 33 seconds. I'm Sadness. Oh, hello. I'm Joy. So, can I just, if you could, I just want to fix that. Thanks. And that was just the beginning. Headquarters only got more crowded from there. Very nice. Okay, looks like you got this. Very good. Oh, that's sharp turn! Ah, look out! That's Fear. He's really good at keeping Riley safe. Easy, huh? How back? Oh, we're good. We're good. Thank you. Good Thank you job. very much. And we're back. Here we go.
go. All right, open. This looks new. Think it's safe? What is it? Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli! Yeah! Well, I just saved our lives. Yeah, you're welcome. Riley, if you don't eat your dinner, you're not gonna get any dessert. Wait, did he just say we couldn't have dessert? That's anger. He cares very deeply about things being fair. So that's how you want to play it, old man? No dessert? Oh, sure. We'll eat our dinner right after you eat this. Riley, here comes an airplane. Oh, airplane. We got an airplane, everybody. And you've met Sadness. She... I'm not actually sure what she does. And I've checked, there's no place for her to go, so she's good. We're good, it's all great. Anyway, these are Riley's memories, and they're mostly happy, you'll notice, not to brag. But the really important ones are over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each one came from a super important time in Riley's life. Like when she first scored a goal. That was so amazing. Would you look at that? Very nice. And each core memory powers a different aspect of Riley's personality. Like Hockey Island. Goofball Island is my personal favorite. Come back here, you little monkey. Oh, you're silly. Yep, Goofball is the best. Friendship Island is pretty good too. Oh, I love Honesty Island. And that's the truth. And of course, Family Island is amazing. The point is, the islands of personality are what make Riley, Riley. Alors, on dit habituellement qu'un film comme Mon oncle d'Amérique n'a pas de postérité. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir dans les films de Resnais, qui sont à chaque fois des prototypes, des postérités. Et en fait, moi, je vois le cinéma de Resnais comme un cinéma qui va beaucoup influencer, je dirais pas seulement le cinéma, le monde des images. Ce film, vice-versa, par exemple, reprend le même principe narratif que Mon oncle d'Amérique. On va suivre la vie d'un enfant et de ses émotions à partir de son cerveau. Le cerveau représenté dans le dessin animé par ce qu'on appelle un quartier général cérébral, des émotions de base, donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Et le film Pixar va reprendre quasiment la même structure que le film de Resnais. À partir de comportements de base, on va raconter la vie de cet enfant et illustrer ces moments et ces réactions. Je disais postérité du cinéma de Resnais, si on pense à des films-jeux, d'autres films-jeux, comme Smoking No Smoking, comme On connaît la chanson, on voit cette postérité aujourd'hui dans les séries. La chose qu'on va voir dans Mon oncle d'Amérique, l'évocation de la mémoire comportementale des personnages associés à des acteurs de cinéma, à des extraits de films, on va la retrouver dans une série qui s'appelle Dream On. La série interactive que vient de lancer Netflix va reprendre finalement le Smoking No Smoking. Et évidemment, le dessin animé, le cinéma graphique va souvent se souvenir du cinéma de Resnais, vice-versa. Mais je pense même au dernier film de Pixar, Soul, qui, même chose, va imaginer ce qui se passe, comment se constitue un être humain, comment se constituent ses émotions, ses comportements. Alors le cerveau de vice-versa et ce film, qui illustre le côté ludique du film, son côté amusant, nous permet d'aborder la deuxième définition possible du film, le film scientifique. Il faut maintenant dire un peu comment est né Mon oncle d'Amérique. Henri Laborie, qui est un grand scientifique, qui a notamment fait avancer très fortement des questions aussi importantes que l'anesthésie, grand spécialiste du système nerveux, qui est aussi éthologue, ce qui est très important.
on va parler de la place des animaux dans Mon oncle d'Amérique, hein, donc éthologue, hein, spécialiste des comportements des animaux, devait faire un film court, un court-métrage institutionnel, on va dire, hein, sur un médicament qui avait une influence sur le cerveau, puisque Henri Laborie est un spécialiste des neuroleptiques. Il est un de ceux qui a fait avancer la question des neuroleptiques. Et il pense à un réalisateur, il pense à Alain Resnais. Il a beaucoup dit dans les interviews autour du film Mon oncle d'Amérique que Resnais était pour lui le cinéaste qui représentait le mieux le cerveau, la psyché humaine, qu'il avait compris quelque chose du système nerveux qu'il retranscrivait dans ses films. Et il parlait évidemment de Marienbad, entre autres de l'année dernière à Marienbad. Il va voir Alain Resnais pour lui exposer son projet. Resnais l'écoute et se dit qu'il y a peut-être une matière à long métrage. Et donc ça va donner le deuxième registre esthétique du film. C'est un film-jeu, c'est un film où Resnais joue avec les règles du cinéma, mais c'est un film aussi qui prend les apparences d'un documentaire scientifique. D'une certaine manière, Mon oncle d'Amérique, c'est un documentaire scientifique un peu étrange. On va voir pourquoi il est particulièrement étrange, puisqu'il s'accompagne d'un film tourné avec des acteurs. Et je dirais que c'est important cette définition du film comme documentaire scientifique, parce que je rappellerai que le cinématographe des Frères Lumière, c'est d'abord une invention scientifique, qu'avant la projection bien connue du 28 décembre 1895, il y avait eu une projection le 22 mars 1895 devant des savants, que les Frères Lumière ont toujours pensé que le cinématographe, leur invention, était une invention pour scientifiques. Et je dirais que là, on touche à quelque chose d'important. Mon oncle d'Amérique, c'est un film qui va convoquer la science pour réfléchir au cinéma de fiction. Donc, c'est un documentaire scientifique étrange, puisque le commentaire du scientifique va s'appuyer sur des images de fiction tournées par Alain Resnais, des images de cinéma. Et donc, on voit bien que la puissance du film, elle va venir de ces deux matériaux. On aurait une sorte de deux films. Il y aurait un film écrit par Henri Laborie, un commentaire scientifique qui va accompagner le spectateur et que Laborie voulait au départ. Une illustration, non pas de toutes ses idées, mais d'une partie de ses idées pour son court-métrage. Et puis un film qui va être écrit par Jean Gruaud. Et c'est le moment de parler de Jean Gruaud. Jean Gruaud, scénariste du film, immense scénariste dans l'histoire du cinéma français, qui va accepter, sollicité par Alain Resnais, de travailler à la partie fictionnelle du film. C'est Jean Gruaud qui va aller interroger Henri Laborie pour lui poser des questions sur ses travaux scientifiques. Il va en même temps concocter une fiction, et c'est les deux qui vont être montés et mis en scène par Alain Resnais, qui va constituer ce que j'appellerais le monde de Mon oncle d'Amérique. Alors on sait qu'un des intérêts de Resnais, ce qu'il aime par-dessous, c'est fabriquer des films, au sens de l'artisanat, au sens de l'atelier. Il y a un livre sur Alain Resnais qui s'appelle L'atelier d'Alain Resnais. Et atelier au sens de ajuster, accrocher des plans, des scènes. Et là, il est servi puisqu'il va avoir en fait deux matériaux. Il va avoir d'un côté les théories de Laborie enregistrées par Gruaud, et de l'autre côté, le scénario de Jean Gruaud, un scénario qui va être nourri, alors le scénario de fiction, hein, nourri par l'expérience autobiographique de Gruaud. Il va mettre beaucoup de sa vie, des souvenirs de Resnais aussi. Et il faut dire tout de suite qu'il y a quelque chose d'important. La fiction de Mon oncle d'Amérique, qu'on va décrire ce soir, c'est une fiction qui va être assez simple. Resnais avait une peur avec Gruaud, c'est que les gens décrochent, que le public décroche par rapport à l'exposé des idées scientifiques. Donc il savait que le film qu'il devait faire était ce que Resnais appelle un film normal. Un film normal, alors, c'est très important, un film normal avec une romance, une intrigue sentimentale qui est presque boulevardière, hein, on va le voir, qui repose sur des situations extrêmement simples. Dans Mon oncle d'Amérique, voilà, on quitte sa femme, on va prendre une maîtresse, on claque les portes, et c'est tout à fait volontaire. Cette idée d'une fiction très simple, on parlera de ces fictions. Au début, la production imaginait un Alain Delon pour jouer le rôle finalement incarné par Roger Pierre. Personne ne voulait de Roger Pierre, acteur associé à la comédie de boulevard, au music-hall, immense star du music-hall, hein, Roger Pierre, et très important acteur de Mon oncle d'Amérique, qui va lui donner ce ton un peu décalé,
évidemment, Resnais aborde absolument toute idée de naturalisme. Il ne s'agit pas de ressembler à la réalité, mais de la recréer totalement. Et face à un jeu psychologique d'Alain Delon, il préférait 1000 fois plus un registre décalé, théâtral, de Roger Pierre. Et ça, c'est important. Jean Gruaud a beaucoup insisté là-dessus. Il voulait aussi créer ce côté un peu... ce scénario simple, ce film normal, parce que pour lui, si Jean Gruaud a accepté de travailler sur les théories de Laborie, en lisant les théories de Laborie, il s'est aperçu que les comportements de base que décrivait Laborie, c'était complètement les comportements qu'utilisaient les scénaristes d'Hollywood pour faire des films. Donc l'idée de travailler sur ces grands comportements de base et de faire une fiction simple pour exposer finalement au public, c'est ce que je vous dirai ce soir, ce que c'est que l'art du cinéma. Et donc, Gruaud dit, je me suis aperçu en lisant les théories de Laborie, que je simplifiais. Il faut tout de suite le dire, parce qu'il y a cette blague qui circulait, évidemment, pour ceux qui n'aimaient pas le film. Il y a eu des gens qui n'ont pas compris le film. Ils ont dit, oui, les théories de Laborie, c'est simple, c'est simplifié. Ça, le jeu de mots, c'est évidemment les théories de ce film accouche d'une souris. Bon, on parlera évidemment, mais Gruaud disait non, c'est pas du tout ça. Il s'agit de réfléchir sur les mécanismes de base, et bien sûr que si c'est un documentaire vulgarisant les théories de Laborie qui sont un peu plus compliquées que ce qu'expose le film. Mais j'en viendrai à ma troisième définition. Vous avez bien compris que ce qui a intéressé Gruaud, c'est de faire de Mon oncle d'Amérique un film sur le cinéma. Et je dirais que la troisième définition, ce serait ce qu'on appelle, vous savez, parfois un métafilm. Mon oncle d'Amérique, pour moi, c'est un film sur le cinéma. Donc il réalise cette espèce de rêve de critique et de cinéphile, d'être un film sur la vie, les personnages, qu'est-ce qu'un personnage, comment il vit, et puis en rapport avec notre vie à nous, mais un film sur le cinéma, sur qu'est-ce que le cinéma fait avec la vie des gens. Et c'est pour ça que je voulais qu'on regarde un extrait d'un film qui lui aussi répondait à cette question en faisant une fiction sentimentale. On va regarder un extrait de Lilium de Fritz Lang. Je vous dirai après pourquoi j'ai choisi cet extrait. Faites passer le film témoin de la vie de Lilium Zadowski. Date 17 juillet, 8h40 du matin. Film prêt. Demi-tour. Julie, encore un peu de café? Du sucre. 3 morceaux, hein? Oh, ça c'est extraordinaire. Mais c'est Julie. Mais oui, c'est elle. Défense de toucher. De première. Et maintenant, une demi-tasse pour cette drôle de petite fille, là. Attendez la suite. Quoi, il n'y en a plus? Le principal, c'est que tu l'aies trouvé bon. Ça y est, c'est ma faute. C'est moi qui bois tout. Mais... Tu tiens plus debout, c'est encore ma faute. J'en ai marre de tes reproches continuels, comprends-tu? Voyons, Lilian, Tu me pousses à bout avec tes airs de martyr. Eh ben, ça c'est le bouquet. Alors moi je pense qu'à toi, Stop. on va bien. Projetez le film de nouveau, mais cette fois avec les pensées de Lilium sur la bande sonore. Car nous enregistrons également les pensées. De plus en plus fort. De première. Et maintenant, une demi-tasse pour cette drôle de petite fille, là. Et alors? Quel salaud. Non mais quel salaud. J'ai tout bu. Hé, dis. Le principal, c'est que tu l'aies trouvé bon. Se prive pour moi, pauvre gosse. J'en rate pas une. C'est chaque fois la même chose. Tiens pas de bon, et moi je me laisse servir. Je
pense qu'à moi. Quel mufle. Si j'étais à sa place, je ferais pas long feu avec un voyou Voyons, pareil. Lilium, ne t'énerve pas. Il a raison, je le sais. C'est des inventions. Je voudrais lui demander pardon. Stop! C'est plus Des fort que moi. inventions. Non, Lilium. Nous voyons clair en vous comme à travers une vitre. Continuez avec les pensées. Voyons, Lilium, ne t'énerve pas. Il a raison, je le sais. Je voudrais lui demander pardon. C'est plus fort que moi, ça veut pas sortir. Je sens que je vais faire une saleté. Ça y est. Oh, ce que je me dégoûte en ce moment. Ce que j'ai honte. Je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas. Non, non. Oh, oh. Mon pauvre petit chou. Je me sauve, je peux plus regarder ses yeux. Stop! Lumière. À revoir cet extrait, on voit l'immense modernité de ce film, cet objet aussi. C'est ce film qui joue avec le cinéma. Mon oncle d'Amérique pose la question « Qu'est-ce que le cinéma ?» Et la réponse, c'est celle du cinéma classique. C'est l'art de construire des personnages, ça c'est l'étape scénario. C'est l'art de mettre en scène leurs actions, ça c'est l'étape mise en scène. Et c'est l'art de les monter, ça c'est l'étape montage. Face aux films qui avancent, je parle de Mon oncle d'Amérique, on est comme devant un pinceau qui va se poser sur la toile et qui va la dessiner sous nos yeux. On assiste à toutes les fabrications, à toutes les étapes de fabrication du film. Je dirais que ça c'est une définition du cinéma par André Bazin, qui disait que le cinéma c'était le seul art où on pouvait constater le pinceau qui traçait les figures sur la toile. Là on a vraiment ça. Si vous vous rappelez du début de Mon oncle d'Amérique, le début c'est l'écran de cinéma. Le générique c'est un écran dessiné, sobre, sans image, avec simplement les noms du générique, et il rappelle les premiers écrans de projection du cinématographe. Pour moi, Mon oncle d'Amérique, c'est une invitation dans l'art du cinéma. Et il reprend la belle idée de l'Ilium de Fritz Lang, c'est un film de 1934, le film que Fritz Lang a réalisé pendant qu'il était en France, entre son départ de l'Allemagne nazie et puis son arrivée aux États-Unis. L'Ilium est un mauvais garçon, il est tué dans une bagarre, il est envoyé au ciel et le bureau administratif qui l'accueille, qui va décider de son sort, c'est une administration du cinéma. Les films sont des vies qui enregistrent les scènes de vie et les pensées. Et Mon oncle d'Amérique s'appuie sur le même postulat, très très beau. Le film est considéré comme une métaphore de la vie et vice-versa. La vie, c'est comme un film. Et c'est ça qui va donner cette beauté, cette force particulière de Mon oncle d'Amérique. On a l'impression qu'on assiste à la fois à la vie de personnages et à un film sur la vie des personnages. Alors il y a un autre film auquel je rapproche Mon oncle d'Amérique, qui est pour moi le pendant de l'Ilium, est extrêmement important, y compris par son titre, c'est La vie est belle de Capra. Vous avez beaucoup de points communs avec Mon oncle d'Amérique. D'abord, vous avez un homme, à la fin du film, qui veut se suicider. C'est ce qui se passe aussi dans Mon oncle d'Amérique, on le verra tout à l'heure, et qui pense que sa vie est un échec. Un ange vient à sa rencontre, il lui prouve que sa vie est belle, et pour lui prouver, il lui propose de regarder à quoi ressemblerait la ville et sa vie où il habite s'il n'avait pas vécu. Et bien sûr, La vie est belle, comme l'Ilium, c'est un film méta, c'est un film sur le cinéma. La vie de George Bailey, le personnage joué par James Stewart, c'est le film que l'ange va remonter. Il va lui proposer un autre film, Capra nous montre que la fin de ce film. Et après avoir vu ce film avec cette fin sinistre, eh bien le personnage dit que sa vie est très belle. Et nous, on peut dire avec que le cinéma est très beau. Vive le cinéma, vive la vie est belle. Alors dans Mon oncle d'Amérique, il y a à peu près la même situation, sauf que le scientifique va remplacer l'ange rondouillard du film de Capra. Et évidemment, l'optimisme du film de Capra, qui est celui de l'Hollywood classique, eh bien, se retourne en son contraire. On verra tout à l'heure que la fin de Mon oncle d'Amérique, c'est l'illustration d'une vie qui est fragile, d'un bonheur qui est fragile. Il y a, si vous voulez, dans le film de Resnais, une réflexion sur comment le cinéma a enchanté la vie des hommes dans ces films où on avait l'impression que le film racontait nos vies. Et aujourd'hui, peut-être, les désenchante, en tout cas, les fait réfléchir sur leur fragilité. Alors, maintenant qu'on a, je dirais, vu un petit peu, si je file la métaphore du jeu, les règles du jeu, je voudrais qu'on rentre dans le film de Resnais. Donc, je rappelle, un film-jeu, un film scientifique, et puis un film sur le cinéma. Alors, on va commencer avec l'ouverture du film, très célèbre, magnifique, qui tout de suite annonce la couleur, je dirais, le programme du film.
on va regarder l'extrait numéro 3, le début de Mon oncle d'Amérique. La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être. Dans les mots, dans une île au milieu du pays des bœufs, comme on disait dans la ferme de mes parents. On l'appelait l'île voisin qui a accouché ma mère. Ce qui veut dire, lorsque le médecin est arrivé, il était trop tard. Il y a de cela 50 ans. J'étais déjà né. C'est là qu'il y aura bientôt 30 îles au milieu du golfe. Il y aura bientôt 30 îles au milieu du golfe, comme on disait dans la ferme de mes parents. On l'appelait l'île de Logoden. Ce qui veut dire, lorsque le médecin est arrivé, il était trop tard. Il y a de cela 50 ans. J'étais déjà né. Il y aura bientôt 37 ans. Je suis né à Torfou, dans les Mauges, en Bretagne, le pays des bœufs, comme on disait dans la ferme de mes parents. Pas loin du Père Lachaise. L'île de Logoden. Lorsque le médecin est arrivé, il était trop tard. J'étais déjà né. Maintenant, j'ai l'impression. Il y aura bientôt mon grand-père. Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante. Je suis né à Torfou. Je suis née Je suis né à Paris, en Bretagne, dans les Mauges, dans une clinique, dans une île. C'est une voisine, avenue de la République, ce qui veut dire le pays des bœufs, du golfe du Morbihan, dans le 11e arrondissement, comme on disait dans la ferme de mes parents, on l'appelait, et du mur des fusillés, qui a accouché ma mère. L'île Logoden. J'ai l'impression, Lorsque le médecin est arrivé, l'île aux souris, si loin maintenant, 50 ans. Il était trop tard. C'est là qu'il y a 1000 ans. mon grand-père. Il y aura bientôt 37 ans. Alors, déjà, j'aimerais dire, pour commencer cette analyse du film, que Mon oncle d'Amérique, c'est un film sonore. C'est un film sonore, c'est un film qu'on peut écouter autant que regarder. D'ailleurs, le film commence par un son très important, un cœur qui bat, et un accessoire. L'accessoiriste, c'est très important dans un tournage, et dans ce film, il y a beaucoup d'accessoires très importants. Et l'accessoire, c'est un cœur artefact, un cœur jouet, on parlait de film-jeu. Le film s'écoute et on va beaucoup faire ce soir l'inventaire des choses vues dans le film. Mais il faudrait faire l'inventaire des choses entendues. Il y a une grande richesse de la matière sonore. Alors je vais essayer de la distinguer. D'ailleurs, il y a un élément du film qui me bouleverse, c'est sa musique. La musique toujours essentielle chez René. Là, elle est signée par Arié Dierlatka, qui est un compositeur suisse, qui a beaucoup travaillé avec Claude Goretta, avec Alain Tanner, avec Romer aussi. Et cette musique qui ouvre le générique, qui va accompagner le film, est absolument bouleversante. Elle travaille, elle est un personnage absolument essentiel du film. Et c'est une musique qui va ramener une mémoire du cinéma français des années 30. En l'entendant, avec ces différents mouvements, je repensais aux musiques des films composés par Maurice Jaubert. C'est les films qu'on entendait dans les films de Marcel Carné, dans les films de Jean Vigo. Donc d'abord la musique. On va vraiment voir à certains moments du film qu'elle est capitale, quel rythme. C'est un film qui est rythmé au niveau sonore. Ça, c'est la première chose à remarquer. La deuxième chose qui crée la beauté de cette bande sonore, c'est la voix d'Henri Laborie. C'est une voix absolument magnifique. C'est une voix de douceur. Jean Gruau disait que René aimait beaucoup cette voix. Il ne savait pas s'ils allaient demander à Laborie de faire la voix ou demander à quelqu'un d'autre, à un acteur. Et ils ont vu ils ont entendu qu'il avait une voix, Gruau dit, à la Cocteau. Une voix comme ça, comme un conte, comme il était une fois. Et le film, évidemment, commence comme il était une fois. Je n'ai pas prévu de le dire, mais c'est Il était une fois l'homme, bien sûr, sans jeu de mots sur la série célèbre. Ensuite, on va avoir une voix de femme, une speakerine, dit le scénario de Jean Gruau, qui va présenter les personnages. C'est la voix de Dorothée. C'est la voix de Dorothée, la célèbre Dorothée, j'ai envie de dire, de la télévision française, qui apparaîtra au cinéma dans les années 70, notamment chez Truffaut. Et enfin, on a la voix des acteurs. On a la voix des acteurs qui vont se présenter au début du film, dans ce moment dit cacophonique, qui est le concert cacophonique de leurs expériences, de leur début de vie. Je suis né,
que Gruau écrit mot à mot dans son scénario avec des slashs. Alors c'est important parce que ce début de film, ce cœur qui bat, ça indique le sujet du film. Le sujet du film, c'est le cœur. Je rappelle que Cœur avec un S sera le titre d'un autre film d'Alain Resnais en 2006. Et le cœur entendu de deux manières. D'abord, comme le son le fait entendre, un sujet scientifique, c'est l'organe des émotions, c'est le cœur version Laborie. Et puis, comme sujet artistique, le cœur, c'est ce qui va irriguer tout un genre du cinéma qui est au cœur de Mon oncle d'Amérique, qui est le mélodrame. Et je dirais que Mélo est un autre titre d'un film de Resnais. Et là, on a tout le programme du film, on a le fond et la forme. Le film, son programme, ça va être de frotter deux voies, avec un jeu de mots si on veut, deux voies et deux voies, deux chemins. La voie de la science, Henri Laborie, et la voie du cinéma, qui est celle de Gruau. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, et c'est important que je le dise maintenant, Gruau a travaillé sur un film de Truffaut, il a travaillé sur les grands films de Truffaut. Il a écrit le scénario avec Truffaut de Jules et Jim, de Deux Anglaises et le continent, et il a travaillé sur L'Enfant sauvage, surtout. Et c'est en travaillant sur L'Enfant sauvage et en lisant les textes de Laborie, pour dire s'il disait oui ou non à Resnais, qu'il avait déjà découvert des choses sur la question du comportement, et ça l'intéressait beaucoup de creuser cette question. Alors la voie de la science, on va commencer par elle. Elle va présenter dans ce début la première théorie de Laborie, c'est les trois cerveaux de l'homme. Et ça va permettre à Resnais d'inscrire ces personnages dans le premier temps, je dirais un temps immémorial, un temps de la grande histoire. La première partie de cette analyse, je l'ai appelée, vous verrez pourquoi je vous le dirai aussi, ce terme utilisé, l'espèce humaine mode d'emploi. L'ambition du film, dès le début, c'est d'inscrire tout ce qu'il va nous raconter dans une mémoire du monde. Une mémoire du monde qui est présentée dès le début avec plein de choses. D'abord des choses vues qui ouvrent le film et qui dessinent une anthropologie de l'homme. D'emblée, l'homme est présenté comme un animal. Laborie dit l'homme, c'est animal. C'est l'idée du premier cerveau, c'est le cerveau reptilien, consommé, dit Laborie, copulé, dit Laborie. Il ne faudra jamais oublier cette première dimension qui ouvre le film, puisque la deuxième partie du film, et plus le film avance, ce que j'appellerais la socialisation des personnages, correspond au deuxième cerveau, au cerveau socialisant, le cerveau de la mémoire, va faire oublier que le film commence en inscrivant l'homme comme animal biologique avant tout, avant de présenter l'animal social, avant de dire la phrase la plus importante du film, nous ne sommes que les autres, on y reviendra, avant de raconter l'humain face aux autres, le film dit qu'il est un animal dans la nature. On a dans ce film quelque chose de très très beau sur la nature et les animaux. Il y a un bestiaire magnifique dans Mon oncle d'Amérique. Il faut rappeler les animaux qui sont convoqués parce qu'ils dessinent cette première mémoire du monde que le film met en scène. Le crabe, la tortue. Plus tard, on verra un chiot, on verra un poisson rouge et bien sûr les deux animaux qui sont au cœur du film, le rat de laboratoire et surtout le sanglier sauvage. On a beaucoup, je parlais tout à l'heure du jeu de mots sur les souris, pour ceux qui n'aimaient pas le côté simpliste des théories de Laborie, et qui oublient, ça c'est une petite remarque, un petit pic contre eux, que le cinéma est un art de la simplicité, et que ce film est un chef-d'œuvre de ce que peut le cinéma sur la science. Donc vous avez forcément un travail de simplification. Et on a beaucoup dit, évidemment, sur des souris et des hommes. Moi, j'appellerais plutôt cet aspect animal du film des sangliers et des hommes. Vous verrez que le sanglier est vraiment l'animal important pour comprendre le film. Alors, parallèlement à cette mémoire du monde, et j'ai pas parlé des plans de nature, des plans de lichen, de mousse, de rochers, qui ouvrent le film, qui sont photographiés, qui sont des photographies, il y a très très vite, à travers les personnages qui parlent, une mémoire socioculturelle. Donc le film va, en parallèle, dans ce début, montrer qu'il y a une mémoire du monde, l'homme est une espèce, parmi les autres espèces, et puis c'est une mémoire socioculturelle. Alors cette mémoire socioculturelle, on va l'avoir avec un mur d'images qu'on va retrouver à la fin, et sur lequel se déplace une torche, et puis on va la retrouver avec une cacophonie de voix, un concert, qui par bribes présente des bouts de biographie. Ça, c'est la mémoire socioculturelle, ce que Laborie appelle la socioculture, et qui est tellement importante puisque c'est l'accrochage de l'homme biologique et de l'homme
dans la socioculture qui va faire ce qu'il est, ce qui va faire ce que c'est que l'humain. Et puis, très très vite, on va avoir une voix féminine qui va présenter des versions construites de ces biographies. Alors, Gruau a dit qu'il les avait établies selon la formule du Wouzou, puisqu'on va avoir naissance, enfance, formation au cours des jeunes années, vie professionnelle et goût culturel. Alors, cet aspect du film, qui est un des plus beaux, je trouve, et qui fait que, comme je le disais au début, c'est un grand film sur la société française, me rappelle deux grandes œuvres et des artistes que j'ai envie de citer ce soir. D'une part, évidemment, je dis évidemment, puisque j'y ai pensé sans cesse en travaillant sur ce film, Georges Perec. Évidemment, Georges Perec, j'ai envie de dire toute son œuvre, mais surtout une de ses œuvres les plus célèbres, Je me souviens. Le film de Resnais, de Gruau, repose beaucoup sur ce principe du je me souviens. Et puis l'autre écrivaine dont je voulais vous parler, puisque le film vraiment me faisait penser sans cesse, c'était Annie Ernaux, dans un livre qui est vraiment qui a une ambition presque aussi forte que celle de Mon oncle d'Amérique. Je dis presque parce qu'elle a une ambition autre aussi. Ce livre s'appelle Les années. Alors je verrai si on a le temps de vous en lire un extrait, mais j'aimerais, sur cette question de la socioculture, des souvenirs qui reviennent, et qui reviennent de l'histoire de France, regarder donc l'extrait numéro 5, c'est ça, l'extrait numéro 5. Chaque fois qu'il y avait du monde à la maison, on me faisait grimper sur une chaise pour réciter une poésie. Je ne me faisais pas prier. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Ces trois étages du cerveau devront fonctionner ensemble. Et pour ce faire, ils vont être reliés par des faisceaux. L'un, on peut l'appeler le faisceau de la récompense. L'autre, on peut l'appeler celui de la punition. C'est lui qui va déboucher sur la fuite et la lutte. Un autre encore est celui qui va aboutir à l'inhibition de l'action. Par exemple, la caresse d'une mère à son enfant, la décoration qui va flatter le narcissisme d'un guerrier, les applaudissements qui vont accompagner la tirade d'un acteur. Eh bien, tout cela libère des substances chimiques dans le faisceau de la récompense et aboutira au plaisir de celui qui en est l'objet. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Voilà, dans cet extrait, un moment de vie tel qu'il revienne dans le corps du film, dans sa première partie. Une enfant en famille récite un poème d'Éluard, elle est applaudie, on voit son environnement matériel, des objets, des images, et on voit des photographies, des inserts de mémoire socioculturelle, les poupées russes, la photographie des grands-parents dans le cadre. On voit bien que là, à travers ces scènes du film, il y en a plusieurs, il y a le personnage de l'enfant Gérard Depardieu et de l'enfant Roger Pierre qui sont eux-mêmes retranscrits de cette manière-là. Il y a une volonté de Resnais de Gruau de faire le portrait de la France et de son histoire. À la manière de Perec, on peut faire l'inventaire des choses vues par ces photographies. D'ailleurs, je me souviens, je me souviens de l'affiche du film magnifique réalisé par Enki Bilal. On voyait les trois personnages dans la terre, comme ça, et tous les objets autour, dans une manière comme ça un peu surréaliste, et on reconnaît au premier plan les poupées russes. Il y a dans le film une machine à coudre, il y a un vélo contre un mur à la campagne, il y a un encrier, il y a un livre pour enfants, Le Roi de l'Or, il y a une colombe de Picasso qui est derrière la table familiale, il y a chez le couple bourgeois un portrait de Samuel Beckett, il y a une boîte d'allumettes à l'ancienne, il y a un chapelet catholique. Toutes ces choses-là sont un désir quasi ethnographique de saisir l'histoire de la France. Je ne sais pas si on a le temps, on le prend en tout cas. Il y avait tout le livre d'Annie Ernaux repose cette question en traversant le temps, avec un projet qu'elle exprime dans le livre, qui est d'accrocher l'histoire personnelle et la grande histoire, et la difficulté de les accrocher. Et il y avait un moment justement où elle parle des repas de fête dans le milieu qui est le sien,
on va parler des milieux sociaux dans Mon oncle d'Amérique, quelque chose de très important dans le scénario de Gruau. Je lirai juste un passage très représentatif de la manière dont Gruau écrit Mon oncle d'Amérique. Les voix transmettaient un héritage de pauvreté et de privation antérieur à la guerre et aux restrictions, plongeant dans une nuit immémoriale, dans le temps, dont elles égrenaient les plaisirs et les peines, les usages et les savoirs, habiter une maison en terre battue, porter des galoches, jouer avec une poupée de chiffon, laver le linge à la sambre de bois, accrocher à la chemise des enfants, près du nombril, un petit sac de tissu avec des gousses d'ail pour chasser les vers, obéir aux parents et recevoir des calottes, il aurait beau faut répondre. Recensait les ignorances, tout l'inconnu et le jamais d'autrefois, manger de la viande rouge, des oranges, avoir la sécurité sociale, les allocations familiales et la retraite à 65 ans, partir en vacances, rappelait les fiertés, les grèves de 36, le Front populaire. Avant, l'ouvrier n'était pas compté. Alors, tout ce récit de mémoire qui revient et de mémoire de France, le film le fait de manière magnifique. Je dirais que Mon oncle d'Amérique, c'est un portrait de la France avec toutes les approches possibles. D'abord, une approche géographique. On a la France des villes, Paris. On a la France des campagnes, le Maine-et-Loire, le pays angevin. On a la France littorale, bien sûr, avec les îles Logoden dans le golfe du Morbihan. Évidemment, grande importance des lieux et des décors dans ce film. La ferme, l'appartement bourgeois, la maison d'enfance, l'appartement familial. Il y a bien sûr une approche historique. Chaque personnage renvoie à une strate de la mémoire française, les années 30 et la jeunesse d'après-guerre pour le personnage incarné par Roger Pierre, Jean Le Gall, qui est né en 29, qui représente la génération d'Alain Resnais. Dans le film, le petit enfant Roger Pierre, c'est lui. René Ragnaud, joué par Depardieu, qui lui est né en 1941 et très proche, mais un petit peu après, le personnage de Jeannine Garnier, incarné par Nicole Garcia, qui est née en 48. Évidemment, il y a cette mémoire qui amène au présent du film, et c'est très important, l'âge adulte est vécu par ces trois personnages dans une France marquée, je parlais tout à l'heure de mutation, par la montée de la vague libérale économique. On est dans l'ère Thatcher, qui va durer jusqu'en 1990, qui commence en 1979. On est dans l'ère Reagan, qui est élu en 1980 et qui va être président pendant près de 10 ans. Vous avez le personnage joué par Pierre Arditi, un cadre qui va être extrêmement violent dans le parcours du personnage incarné par Gérard Depardieu. Et le film enregistre de manière très belle. Et aujourd'hui, on oublie cet aspect-là, parce que la forme est tellement riche, mais le film enregistre le passage, je dirais, d'une France gaulo-communiste, qui est la France de l'après-guerre, à une France libérale, où on va entendre parler de performance, de compétition. Et je dirais, le film porte cette mémoire-là d'une manière très très belle. Il y a une approche sociologique, et je l'ai gardée pour la fin, parce qu'elle est très importante. On a d'un côté la paysannerie catholique, c'est le personnage de René joué par Depardieu. Vous avez la classe populaire communiste, la famille de Nicole Garcia, qui va devenir comédienne, mais qui est attachée à la mémoire communiste. On vient de voir le poème d'Éluard. Et puis, vous avez la bourgeoisie gaulliste, personnage joué par Roger Pierre. Et je dirais que plus le film avance, plus cette question des classes sociales, qui est au cœur du livre d'Annie Ernaux, je vois Annie Ernaux à côté de moi, là, son livre, et c'est très important chez Annie Ernaux, mais c'est important dans le film aussi. La question des classes sociales va devenir de plus en plus importante dans le propos du film et ce qu'il va le raconter. Enfin, je dirais, il y a une approche qui a beaucoup touché le public, c'est l'approche culturelle. Il y a une mémoire du cinéma qui est véhiculée par le film, car chaque personnage est attaché à un acteur, à une actrice de cinéma au moment fort de sa vie. Vous avez donc, pour Nicole Garcia, le personnage de Jean Marais et sa passion pour les films de KPDP. Vous avez, pour Gérard Depardieu, les personnages joués par Jean Gabin, aussi bien dans les années 30, quand il est l'icône du monde ouvrier, que dans les années 50, quand Gabin gabinise. On a les extraits de cinéma des deux. Et puis vous avez pour Roger Pierre la grâce de Daniel Narieux, une forme de grâce féminine. Et cette mémoire culturelle, elle véhicule une mémoire du cinéma. C'est évident que les
les personnages, les acteurs ne sont pas choisis au hasard. D'ailleurs, je regardais dans le générique de fin si les crédits des extraits de films qu'on voit dans le film sont cités. Eh bien non, on a quelque chose de beaucoup plus beau que ça. Le premier carton générique de fin, c'est avec notre reconnaissance pour Daniel Darieux, Jean Marais, Jean Gabin. Donc vous avez une déclaration d'amour au cinéma dans ce film et une trace de ce que le cinéma a apporté dans l'histoire de France. Et puis, je parlais d'une approche de l'histoire de la France. Vous avez l'approche scientifique, bien sûr. Il faut qu'on parle d'Henri Laborie, de sa place dans le film. Il est à l'origine du scénario. Frotter les idées de Laborie avec une fiction. Mais enfin, il apparaît lui aussi comme un personnage. On va regarder le moment très passionnant, un des plus beaux, un des plus étonnants du film, vraiment très déstabilisant, où le personnage d'Henri Laborie est présenté, je veux dire, la personne d'Henri Laborie est présentée, mais comme personnage, un personnage comme les autres, présenté comme les autres, sur le mode wouzou. Donc on va regarder l'extrait numéro 4, et on va essayer de réfléchir sur la place de ce personnage dans le film, dans son propos. Professeur Henri Laborie, né le 21 novembre 1914 à Hanoï, Indochine. Père, médecin des troupes coloniales. Lycée Carnot à Paris, école principale du service de santé de la marine et faculté de médecine de Bordeaux. Docteur en médecine, interne des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux, maître de recherche du service de santé des armées. Introduit en thérapeutique l'hibernation artificielle, la chlorpromazine, le premier tranquillisant, ainsi que d'autres drogues à action psychotrope. Travaux sur la réaction de l'organisme aux agressions qui ont apporté des solutions nouvelles à l'anesthésie et à la réanimation. Dirige à Paris le laboratoire d'eutonologie, auteur de nombreux ouvrages sur la biologie du comportement. Marié, 5 enfants. Prix Albert Lasker de l'American Health Association. Sport, équitation, voile. Légion d'honneur, Croix de guerre 39-45, palmes académiques. Il faut ajouter aussi qu'il est d'origine vendéenne. La Vendée est ce pays auquel on a imposé la liberté, l'égalité et la fraternité surtout, en y faisant 500 000 morts. Il est cependant abonné au gaz et l'électricité de France, ce qui montre ses sentiments nationalistes, et d'autre part, il est parfaitement adapté à une socioculture dont il a largement profité. Alors, ce n'est pas l'extrait qu'on présente pour montrer Mon oncle d'Amérique habituellement, mais c'est un extrait absolument déterminant pour comprendre le film. C'est un moment même fameux du film. D'abord, le personnage est présenté sur le même mode que les autres personnages. Naissance, enfance, milieu social, diplôme. Et puis il y a le moment fameux où on vient sur lui et où il dit cette phrase, la Vendée, cette terre à qui on a imposé la liberté, l'égalité et la fraternité, surtout la fraternité, en y faisant 500 000 morts. Alors pour moi, cette phrase de Laborie, c'est un détail majeur pour comprendre le propos du film et surtout comprendre sa fin, on verra. La violence de l'histoire sur les hommes cette phrase, elle annonce le côté très très sombre de Mon oncle d'Amérique, qu'on oublie souvent quand on n'a pas revu le film, qu'on garde souvent en mémoire la première partie. On y reviendra. Il y a aussi cette ironie que j'aime particulièrement. J'ai l'électricité et les gaz de France, ce qui montre son attachement, donc l'attachement d'Henri Laborie à la nation France. Et enfin, l'ironie encore, socioculture, dont il a abondamment profité. Le sens de cette présentation, pour moi, c'est fondamental, c'est que la science dans le film, c'est pas du tout une voix neutre, et les scientifiques, c'est pas du tout un personnage, c'est un personnage comme les autres, c'est pas un personnage qui va surdéterminer ce qui se passe dans le film. Et je dirais que dans ce frottement, ce montage que Resnais fait entre la fiction cinéma et la parole scientifique, il y a comme une sorte, la parole scientifique, c'est un peu comme une sorte de bras de fer et une réflexion là-dessus. Mon oncle d'Amérique, c'est pas du tout l'illustration des théories de Laborie. C'est plutôt un film qui va frotter des personnages de cinéma à ces théories. Et une des phrases importantes à entendre dans le film, c'est quand on va dire à un moment donné, un peu autrement que cette forme-là, mais les hommes ne sont pas des souris. Ce qui est facile à comprendre avec des souris est bien plus compliqué avec l'homme. Bah oui, c'est Alain Resnais qui signe le film. Alain Resnais, c'est pas la simplicité de l'être humain, c'est plutôt sa complexité. Et cette manière de présenter le scientifique comme ça, c'est important. Alors, je voulais vous montrer un extrait, mais peut-être je vais vous en parler simplement. Un extrait d'un film qui est très important à comprendre pour comprendre le rapport de Resnais à la science et plus largement dans son cinéma au discours.
c'est Je t'aime, je t'aime. Vous savez, c'est le film maudit d'Alain Resnais, un de ses plus beaux films pour moi, mais un film maudit parce qu'il était présenté au Festival de Cannes en 1968, donc les gens ne l'ont pas vu, il est ressorti après, en DVD notamment, il y a eu des projections. C'est un film qui prend beaucoup de points communs avec Mon oncle d'Amérique. Il y a des souris de laboratoire, il y a des savants, il y a un homme dépressif qui s'est suicidé, et puis il y a surtout la mémoire d'un homme, sa mémoire amoureuse. Mais là, alors, je voulais vous le montrer cet extrait, mais pour des questions de temps, je préfère passer. C'est un portrait à charge contre la science. On a un discours de la science toute puissante qui est mise en échec par le film. Hein. Les scientifiques proposent à cet homme dépressif de retourner dans 1 minute de son passé. Il l'accompagne d'une souris pour lui montrer que c'est une expérience scientifique qui va marcher. Et puis l'expérience ne marche pas du tout comme prévu. Les scientifiques sont montrés comme des benets qui ne comprennent pas ce qui se passe. Le temps bégaie, hein, d'où le titre « Je t'aime, je t'aime ». Et l'homme revit sa vie dans une vie prison, il souffre. Finalement, l'expérience scientifique va lui faire souffrir le martyr. Resnais, dans les entretiens, il y a une phrase qu'il faut vraiment comprendre, disait qu'il déteste les généralités. Il déteste les discours et il déteste bien sûr l'idéologie, celle de la science comme celle des politiques. Un de ses films, aussi écrit par Jean Gruaud, s'appelle « La vie est un roman ». Et dans ce film, Resnais et Gruaud mettent en scène beaucoup de personnages qui construisent des utopies de bonheur. Et là aussi, c'est une charge contre les idéologues. Et Mon oncle d'Amérique est un film qui se ressent beaucoup de cette méfiance de Resnais pour les discours, y compris le discours de Laborie. Mais d'ailleurs, on va voir que s'il a choisi Laborie pour faire ce film, et s'il a choisi une idée de Laborie, c'est précisément parce que Laborie se méfie lui-même des discours. Qu'au cœur de Mon oncle d'Amérique, il y a la grande méfiance de Laborie, qui s'intéresse, donc qui est neurologue, à la manière dont les hommes utilisent les mots pour cacher ce qu'ils sont profondément. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une clé que le film va développer dans les parties qu'on va étudier maintenant. Donc, il y a dans le film une présentation de l'espèce humaine, il y a dans le film un portrait socioculturel de la France, et puis à partir de ça, le film va se raconter, mais va se raconter en montrant, je dirais, son atelier. Alors on va regarder un extrait, quel extrait ? Alors non, l'extrait numéro 7, ça sera un peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire que le film va déployer l'art du cinéma ? Le film va se construire à partir de cette présentation comme un film classique. Mais c'est un film classique qui va montrer les 3 étapes de fabrication du cinéma. La première étape qu'on a vue, qu'on vient de voir, c'est une esquisse du film. C'est l'étape scénario. C'est la première étape d'un film. Gruaud nous expose sa méthode. C'est les personnages présentés en ouzou. C'est exactement ce que Alain Resnais demande à ses scénaristes. Il demande à ses scénaristes de présenter une vie entière des personnages, y compris des personnages secondaires. Donc ça, on le voit. C'est la méthode de la première partie du film. Hein. On présente les biographies de personnages, on présente les objets, on présente les décors. Et je vous donne un exemple, par exemple, du personnage de la femme qui tient l'auberge ou l'hôtel où Gérard Depardieu se suicide. C'est une actrice qui s'appelle Helena Manson. Elle est très célèbre dans l'histoire du cinéma. C'est Marie Corbin dans Le Corbeau, dans Georges Clouzot. Et donc, quand Gruaud lui a proposé ce rôle, lui a dit écoute, c'est comme si tu avais continué de vivre depuis le film de Clouzot, et tu joues donc cette femme, et donc lis ta biographie. Et donc, Gruaud explique qu'Helena Manson est ravie de jouer ce rôle. Et donc, il y a cette idée, donc, de la première partie du film, c'est l'étape scénario. On jette les éléments dans le désordre. Le tournage, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. C'est-à-dire, c'est la fiction du film normal, ce que Resnais appelle le film normal. Alors, il faut quand même dire que ce film normal, qui est le deuxième acte du film, où la voix de Laborie va disparaître, et où on va être devant un film français, c'est un film important parce qu'il n'est pas évidemment choisi au hasard. Sur le fond, c'est une intrigue sentimentale, toute simple. Un homme quitte sa femme, prend une maîtresse, et je dirais qu'on a ce personnage de Nicole Garcia, qui est comédienne, qui a été vue par son amant Roger Pierre pendant une représentation théâtrale où elle joue Julie de Lespinasse, personnage sur lequel Gruaud avait travaillé pour un projet de Truffaut sur d'Alembert, puisque Julie de Lespinasse était une amoureuse, une maîtresse de d'Alembert très célèbre, morte
morte de chagrin parce qu'un autre amant avait épousé une autre femme. Donc Jules de Lespinasse, donc intrigue sentimentale et puis intrigue économique. L'intrigue économique, c'est celle qui met en scène le personnage de Gérard Depardieu. Un homme est confronté à la mutation de l'économie, il a un rival dans l'entreprise. Donc ces deux intrigues, Gruau et Resnais les ont puisées dans leur propre histoire. L'intrigue sentimentale, Gruau dit, c'est un mélange de souvenirs amoureux qui m'appartiennent et qui appartiennent à Alain Resnais. Quant à l'intrigue économique, Gruau est très intéressé. Il avait travaillé sur un documentaire sur la mutation de l'appareil économique français. Je dirais que c'est un film, Mon oncle d'Amérique, qui va enregistrer ce moment de mutation, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Quant à la forme, alors c'est très passionnant la forme, puisque la forme de ce scénario classique va en fait raconter l'histoire du cinéma. Vous avez dans un premier temps des intrigues qui vont montrer des personnages au sommet de leur puissance professionnelle et sociale. René Ragnaud, Depardieu, sermonne un jeune apprenti et est fort dans son entreprise. Nicole Garcia, l'actrice, fait un triomphe dans sa pièce de théâtre. Jean Le Gall, le personnage de Roger Pierre, est un producteur important à la maison de la radio et prend une maîtresse en quittant sa femme sans remords. On a ce premier moment. Et puis, évidemment, le deuxième temps de ce film classique raconte le contraire, la descente. Les personnages vont être en crise. Depardieu va faire face à un rival et va développer un ulcère à l'estomac. Roger Pierre va être licencié. Il va développer une colite néphrétique que connaissait très bien Jean Gruau. Il a dit, j'ai raconté mes coliques néphrétiques, hein, c'est comme ça. Et Nicole Garcia va être piégée par la femme de Roger Pierre et va devoir abandonner son amour et se retrouver elle aussi en crise. Et en fait, ce mouvement ascendant-descendant, qui est décrit par les théories de Laborie, c'est l'histoire du cinéma. C'est l'histoire des deux volumes l'histoire du cinéma décrit par les deux volumes de Gilles Deleuze, l'image mouvement et l'image temps. Hein. Vous avez un premier temps qu'on pourrait appeler le cinéma classique, où les personnages réalisent des actions qui vont amener à une réussite. Puis vous avez ce temps qui s'appelle l'image temps, où Alain Resnais tient une place considérable dans le livre de Deleuze, qui sont justement les personnages qui sont en crise. Hein, il appelle ça la crise de l'image-action. Et on a vraiment ces deux moments dans ce film normal. Et j'irais même plus loin, je dirais que tout le film Mon oncle d'Amérique montre 3 temps de l'histoire du cinéma. Le premier acte, j'appellerais ça le cinéma primitif. Le cinéma de l'enfance, les plans de nature, les plans d'animaux. Le deuxième temps, c'est l'âge d'or du cinéma français, c'est le film normal, c'est le cinéma psychologique français, avec des situations très simples. Puis le troisième temps, c'est le temps qu'incarne Alain Resnais, c'est le cinéma moderne. Et ce cinéma moderne va être incarné par un décor qui va faire basculer le film, qui va amener son troisième acte. Et c'est l'extrait où on va regarder ce que j'appelle le moment de l'île. Hein. On va regarder cet extrait. Alors, pour moi, le plus beau moment du film, le moment où le film se casse, hein, le moment où il dérape. On va voir la place dans l'extrait qu'on va voir de Laborie au moment où ce film dérape. Donc on va regarder l'extrait numéro 7. Un jeune homme descendit de l'auto et entra d'un pas assuré. Il n'était autre que le roi de l'or, Samuel Knight, orphelin et milliardaire. Non, laisse-moi. Et l'autre île là-bas, elle est à toi aussi? On peut y aller? Si tu veux. Le fonctionnement de notre système nerveux commence à peine à être compris. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années que nous sommes capables de comprendre comment, à partir des molécules chimiques qu'il constitue, qui en forment la base,
s'établissent les voies nerveuses qui vont être codées, imprégnées par l'apprentissage culturel. Et tout cela dans un mécanisme inconscient. C'est-à-dire que nos pulsions et nos automatismes culturels seront masqués par un langage, par un discours logique. Mourir pour le pays est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Bon. Pour une place de premier, 15 francs. Second, 10 francs. Troisième, 5 francs. Et à partir de quatrième, mon pied au derrière. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Comment va ta femme? Mais grâce à toi, je suis toujours marié. Bon, la marée, il faut rentrer en vitesse. Mais il y a déjà beaucoup d'eau. Le langage ne contribue ainsi qu'à cacher la cause des dominances, les mécanismes d'établissement de ces dominances, et à faire croire à l'individu qu'en œuvrant pour l'ensemble social, il réalise son propre plaisir. Alors qu'il ne fait, en général, que maintenir des situations hiérarchiques qui se cachent sous des alibis langagiers, des alibis fournis par le langage, qui lui servent en quelque sorte d'excuse. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du film? Un carton nous dit que 2 ans sont passés, et c'est le moment où tout se dérègle. C'est la belle mécanique décrite dans le premier acte, ce que j'ai appelé le mode d'emploi de l'espèce humaine, aussi bien sur un plan anthropologique, sur un plan socioculturel. Le deuxième acte qui est le récit de ce que peut être une vie dans l'économie, dans le travail, une vie de sentiments. Ben, on a l'impression que ce scénario classique se défait. Je dirais, on sort du studio, on sort du labo. Jusqu'ici, on était un peu dans un film de laboratoire ou un film de studio. Et le film s'emballe. La mécanique craque. Alors bien sûr, Laborie reprend son analyse, mais Resnais lui fait dire, un peu plus tard que l'extrait qu'on a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est facile avec des souris, c'est pas la même chose avec les hommes. Et puis Laborie lui-même dit que la science est incapable de comprendre le système nerveux. Donc il ne faut jamais oublier que les extraits de la parole du scientifique sont montés par Resnais. Il met ce qu'il veut, il construit son film. On ne sait pas grand-chose. Et Lille, c'est ce qui va marquer la modernité du film. C'est aussi le moment où la matière hétérogène du film va être à son point culminant. On va revoir le film classique, mais on va le revoir monter, remonter. Alors on est maintenant en salle de montage. C'est-à-dire qu'un peu comme dans l'Ilium tout à l'heure, on va nous remonter le film dans toutes les situations. On est comme avec le monteur, là. À chaque fois pour dire quelque chose d'autre. On entend la voix de Laborie, mais encore une fois, c'est moins pour illustrer que pour commenter. Là, on a quelqu'un qui nous parle du film. Et puis, on va arriver à ces plans de souris en laboratoire, dans les cages. Donc là, le retour au labo, mais au vrai laboratoire, pas un laboratoire métaphorique. On voit vraiment des rats qui subissent des expériences. Et puis, évidemment, on a le plan qui a tellement surpris et qui a créé un charme fou, ce personnage de humain avec le masque de souris qui rentre. Et alors là, on revoit le film qu'on a vu, mais avec un personnage qui a un masque de souris. Alors, je crois que pour comprendre ce moment très très beau, qui est magique, il faut bien comprendre ce que c'est que l'île comme décor. Dans l'histoire du cinéma, l'île, c'est l'espace de vérité, c'est l'espace de révélation. C'est l'épiphanie. Il ne faut pas oublier que Jean Gruaud est scénariste et que Jean Gruaud est un immense cinéphile. Et un de ses films préférés, et il le cite beaucoup dans ses interviews, c'est King Kong.
hein. Et King Kong, c'est l'île, c'est Skull Island, hein, c'est l'île du cerveau. Et évidemment, les îles de Logoden, elles sont composées de deux parties, comme le cerveau. Et dans le film Mon oncle d'Amérique, c'est le lieu du désir, et qui va s'exprimer de manière compliquée. Alors, j'avais fait un inventaire des îles importantes dans le cinéma moderne, et puis je me disais, mais il y en a tellement, mais il y en avait au moins, à part King Kong, qui est vraiment l'île la plus explorée, je dirais, par les historiens du cinéma, et qui est notamment explorée par Virginie Despentes dans son livre King Kong Theory, hein, où elle parle beaucoup de ce film comme redéfinition du désir. Et là, on a une grande scène moderne parce qu'on est sur une île et il y a un couple. Et je me disais, mais il y a beaucoup de films modernes avec une île et un couple. Alors j'avais noté Monica de Bergman, où là, on a vraiment, dans ce moment de Monica, dans sa vie, l'âge d'or du désir, quand la société s'effondre, hein, le moment qui va être le souvenir heureux de Monica avant, évidemment, une crise du personnage. On a l'Avventura d'Antonioni. Et là, Gruau, quand il parle de la scène de l'île, il dit, bon, on était un peu l'Avventura, là, puisqu'on est sur une île, et puis on se retrouve, une femme disparaît, on se retrouve. Moi, j'avais une de mes îles préférées, le Pierrot le Fou de Godard, bien sûr, et la Robinsonade de Jean-Paul Belmondo et Anna Karina. Mais il y a tellement d'autres films. Je pensais aussi aux îlots de Solaris de Tarkovsky. Hein. Et puis, quand on a vu l'extrait de Vice Versa tout à l'heure, hein, dans Vice Versa, ce sont des îles qui représentent les différentes personnalités de l'enfant. Donc, cette île, c'est le moment où presque Laborie est désavoué, parce que là, eh bien, il y a une lutte. Il y a une lutte. Ce que j'aime aussi dans cette scène de l'île, c'est qu'on a vraiment une chorégraphie. On a d'abord une chorégraphie qui commence par Roger Pierre qui se demande ce qui se passe. Quelqu'un est sur l'île, il y allait tout seul. Et là, René fait quelque chose de très très beau. Son acteur se déplace quasiment comme un animal social. Et là, il y a une gestuelle de Roger Pierre qui va être montée avec les souris de Laborie. Et là, on a quelque chose de très très beau de l'ordre d'une chorégraphie. Puis après, on a la chorégraphie des deux. Et là, je parlais de modernité. Vous savez qu'une des figures de la modernité du couple, c'est la marche côte à côte. C'est la marche côte à côte qu'on voit tant chez Antonioni. Vous avez dans un livre de Jean Narboni sur le cinéaste japonais Mikio Naruse tout un chapitre magnifique où il explique que c'est un motif central des films de Naruse, un motif central du cinéma moderne. On marche côte à côte, on se parle ou on ne se parle pas. C'est le territoire d'un affrontement. Et pour moi, ce moment du film, il est aussi fort que l'ouverture très, très si fameuse et magnifique d'Hiroshima, mon amour. Vous savez, ces deux corps qui sont enlacés, c'est la même chose qui est dit. C'est vraiment qui va prendre le pouvoir aussi dans cette scène. Et Laborie qui dit on ne sait rien du système nerveux, et à ce moment-là, les deux personnages doivent traverser, l'eau monte, et on a là, pour la première fois dans le film, des personnages empêtrés dans la matière. Et là, on a vraiment l'impression que le film atteint sa vérité avec quelque chose qui, pour la première fois, est dit aussi clairement par Laborie, que le discours logique, hein, on en a parlé juste avant, est quelque chose qui empêche les hommes d'être dans la vérité, masque leurs pulsions, notamment leurs pulsions criminelles. Et vous avez ce moment, je parlais d'un détail crucial avec ce que dit Laborie sur la Vendée. Et vous avez ce moment très important de souvenir d'enfance où on a un enfant qui lit un des manuels les plus célèbres de la Troisième République, mais scolaire, sur la supériorité de la race blanche. Et là, tout d'un coup, le film est à la fois au sommet de sa modernité, je dirais Alain Resnais, et le premier Alain Resnais, et aussi va vers un discours, vers quelque chose qui va être dit. Pas un discours, un propos. Un propos très pessimiste. Je voudrais, pour conclure, réfléchir à justement cette fin du film. Je dirais plutôt ce final, avec encore une fois l'importance de la musique, qui me marque chaque fois que je revois l'extrait avec vous. On va dire la première séquence qui, pour moi, indique de manière magnifique le propos du film. Donc c'est l'extrait numéro 8.
C'est un gentil garçon. C'est encore vous qui l'avez eu? Comment faites-vous, mon cher sénateur? Il a un truc. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? On a blessé quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Et là-bas, foutez le camp! Bande de cons! On aurait pu te tuer, mais tu n'es pas blessé. Non. Tout va bien. Il n'y a pas de mal. Je vous rejoins. Comment es-tu ici? Et puis hier, je veux te parler. C'est trop bête que j'ai rien pu te dire. Je veux bien qu'on se voit, d'accord, mais pas ici. J'essaie de t'écrire, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre dans une lettre. Si tu veux, on peut se voir demain. Écoute, Non, demain. non, non, il fallait absolument que je te voie. On peut pas rester toute notre vie avec ce mensonge. C'est trop stupide à la fin. Écoute-moi. Je crois que je sais pourquoi tu es là. Arlette, quand je lui ai dit que je t'avais revu, elle m'a tout raconté. Tout avoué. Ça m'a bouleversé. Tu étais merveilleuse. Et je te demande pardon pour elle. Mais Arlette était merveilleuse, elle aussi. Avoir le courage de faire un tel mensonge, qu'est-ce qu'elle a dû souffrir. D'abord, j'ai piqué une colère terrible contre Arlette. J'en ai pas dormi de la nuit. Et puis au matin, j'ai compris. Je suis sûr maintenant que ça vaut mieux ainsi. Arlette et moi, nous avons pleuré. Alors les gars, tu viens? Tu racontes ta vie? Vous ne pointez pas? Vous étiez chargé de renflouer une affaire. Maintenant, vous appelez au secours. Ce qui est important pour le groupe, c'est d'être les premiers. Nous sommes les guerrieros de la mort. Vous ne pointez pas? Right, go! Toujours la difficulté de couper, hein, surtout dans le dernier temps de ce film, la deuxième moitié, dans le troisième et le quatrième acte, c'est très compliqué parce que René construit son film comme un flux qui nous amène très très loin. Alors évidemment, j'ai appelé ce moment du film le retour de l'animal. Ces animaux qu'on a vus au début, vous savez, ces étoiles de mer, ces crabes, et puis cette situation humaine très masculine. Je le dis d'emblée puisque ce qui m'apparaît dans cette fin de film, c'est deux violences sociales et qui sont très d'actualité aujourd'hui. D'abord une domination masculine et puis une domination de classe. Dans cette situation, la chasse qui n'est évidemment pas choisie au hasard, Jean Gruaud étant un grand cinéphile, la chasse c'est le retour de la morale sociale, c'est les hommes dans leur statut social de dominants. Alors, le père de René était chasseur. Et dans le scénario, il y a une réplique qui n'est pas dans le film. Au moment où ils font la chasse au sanglier, il y a cette phrase « C'est un mâle, la femelle ne doit pas être loin ». Et alors je trouve plus intéressante encore la réplique que René a gardée. On voit cet homme avec son béret, c'est le sénateur
qui a tué la bête, et il dit il a un truc. Et évidemment, on ne peut pas voir cette scène de chasse sans réveiller la plus célèbre scène de chasse du cinéma français, celle de La règle du jeu de Jean Renoir. Et pour moi, cette fin de Mon oncle d'Amérique, c'est une relecture de La règle du jeu. Chez Renoir, la scène de chasse, il ne s'agit pas de sanglier mais de lapin, annonce plus tard dans le film la mort de Jurieu, l'invité intrus, l'invité du peuple. Chez Resnais, la chasse est montée en parallèle avec deux situations, la souffrance et le suicide de René, qui n'a pas pu tenir face à la violence du système économique qui est en train de l'écraser, et puis la souffrance et le désespoir de Janine. La réplique intéressante quand Janine décide d'aller voir Roger Pierre pour lui dire il faut qu'on se parle après cet immonde mensonge. Elle appelle et Pierre Arditi lui dit il faut absolument pas qu'on garde ce René Racnaud, ce Depardieu, il n'est pas stable, il faut le changer. Donc on a en parallèle sa détresse sentimentale, la détresse qui amène au suicide de Depardieu, et je dirais que ce sanglier, c'est bien sûr la métaphore de l'espèce humaine. Le lapin de Renoir, c'est le sanglier blessé de chez Resnais, et on voit bien que le film, là, avec ce plan de mémoire du cinéma, ce plan flash, qui peut être un des plus beaux du film, cette chute de Jean Marais dans L'Aigle à deux têtes, qui tombe, on a l'impression presque au début que c'est un ralenti, qui tombe et qui signe la chute des personnages. Et là, tout ce qui était heureux semble tout d'un coup s'effondrer. C'est réellement la chute. On avait déjà vu Nicole Garcia tomber littéralement par terre, bien avant même qu'elle ait failli se faire tirer par les chasseurs, de désespoir. Elle est dans la terre, Depardieu, lui, sur son lit d'hôpital. Et on a donc ce moment du film qui nous dit le sujet. Et pour comprendre le sujet, il faut revenir peut-être au titre de ce film, Mon oncle d'Amérique. C'est un titre qui revient à 3 reprises dans le film et qui va indiquer la gravité de son sujet et qui va indiquer 3 niveaux d'interprétation. D'abord, il y a, dans le désordre du film, il y a Roger Pierre qui dit qu'il cherche ce trésor sur cette île et que son oncle d'Amérique pourrait lui dire où il est, ce trésor. Et ça, c'est le rêve d'enfant. C'est le rêve d'amour, c'est « je le cherche toujours ». Mais c'est quelque chose qu'on cherche toujours. Ensuite, l'oncle d'Amérique, il est évoqué par le personnage de Depardieu, qui veut accepter ce nouveau travail, et quand sa femme ne veut pas, qui a des réserves parce qu'elle a peur de changer de vie, Depardieu lui dit « tu me fais penser à mon oncle d'Amérique, tous les gens le critiquaient dans ma famille, et elle dit il a fini clochard, et Depardieu dit c'est pas prouvé ». Donc c'est le rêve, mon oncle d'Amérique, c'est le rêve social. Et puis enfin, c'est exprimé par Nicole Garcia à la fin du film, le oncle d'Amérique, c'est le bonheur. Il a dit on a un bonheur dû comme un oncle d'Amérique, et puis finalement on l'a jamais, on court après. Et là, Pierre Arditi, qui est le cadre avec qui elle travaille finalement, à la fin du film, dit cette phrase qui est essentielle à mon avis pour comprendre le film: l'Amérique, ça n'existe pas. L'Amérique, ça n'existe pas. Et je dirais, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure du rapport du film avec la mémoire du cinéma, avec le cinéma américain notamment, quand j'ai parlé de Capra, c'est un peu la réponse de Resnais à Capra. L'Amérique, ça n'existe pas. C'est-à-dire ce rêve américain-là, eh bien, ce rêve de liberté, ce rêve de bonheur, il est très très fragile. Et on peut convoquer les imaginaires qu'on veut, on ne pourra pas le réaliser, ce rêve. Alors, ce moment du film, c'est le bonheur enfui, c'est le bonheur impossible, mais il n'explique pas la dévastation que provoque l'extrême fin du film. Cette séquence qui va conclure le film et qui va conclure le cours de ce soir, on va la regarder, elle est plus qu'étonnante, elle est très hétérogène, même par rapport au reste du film, à moins qu'on ait vu, et j'espère que je vous l'ai montré ce soir, que le film se met ces pierres de malheur finalement, qui va empêcher de trouver le chemin du bonheur. Donc on va regarder la dernière séquence du film, la fin du film, les derniers plans du film, qui sont très étonnants. Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre,
il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. C'est une fin incroyable parce que, aussi bien la scène de l'île montre le moment moderne du cinéma, l'impossibilité du bonheur, autant cette fin enchaîne des travelling, donc paysages de désolation, de ville américaine. Et là, pour avoir travaillé récemment sur un autre film de Resnais très célèbre, peut-être son plus célèbre, je me disais que c'était des plans qui rappelaient ce film très célèbre qui est Nuit et brouillard. On a les mêmes travelling que dans Nuit et brouillard. On a la même brique rouge que la caméra de Resnais filme à Auschwitz en 1955. Et puis on a presque la même conclusion dans le texte de Mon oncle d'Amérique sur la morale violente, la logique de domination des hommes, avec une référence au génocide, puisque Laborie, à la fin du film, dit ce mot explicitement. Il dit le mot génocide, qui n'est pas dans le scénario, mais qui est dans les derniers mots dits par Laborie. Laborie qui dit que tant qu'on n'aura pas enseigné aux hommes que le fonctionnement de leur cerveau repose sur une socioculture qui leur enseigne la dominance, et rien d'autre, d'où la phrase très très violente entendue par l'enfant sur la supériorité de la race blanche, eh bien le monde ne pourra pas aller mieux. Quand je dis que c'est un texte qui rappelle la fin de Nuit et brouillard, je vous rappelle que le texte de Jean Quérol, résistant, donc déporté, qui écrit le texte de Nuit et brouillard, c'est un appel à la vigilance. Il dit nous rassurons à penser que ces crimes qu'on vient de voir dans Nuit et brouillard ne sont que d'un temps et d'un pays, et qu'on n'entend pas qu'on crie sans fin. Et donc, vous avez cette morale extrêmement pessimiste, cette suite de plans de désolation, jusqu'à cette œuvre du land art, ce trompe-l'œil, qui est The American Forest. La référence à l'Amérique, on l'a. Hein. Alors, on ne sait pas, mais le crédit est inscrit dans le générique de fin du film de Resnais, d'Alan Sunfist, hein, c'est l'artiste. Et là, on voit ces murs de briques et cet immeuble qui est recadré jusqu'à atteindre quelque chose qui ne permet pas de voir justement la beauté de ce trompe-l'œil, un trompe-l'œil qui illustre un rapport à la nature et qui renvoie donc aux plans de nature qui ont ouvert le film, les plans d'île, comme si il ne restait de cette nature que ce trompe-l'œil sur un immeuble, avec évidemment cette ville dans un état de désolation qui rappelle encore une fois les travelling des villes bombardées de la Seconde Guerre mondiale et ceux de Resnais dans Nuit et brouillard. Alors, pour illustrer cette morale très très dure du film, dont les gens ne se rappellent pas forcément, je voulais citer pour conclure un texte très très beau, pour moi un des plus beaux écrits sur Resnais, et j'avais commencé par lui sur un texte plus anecdotique de compte-rendu d'une cérémonie des Césars, mais là c'est un texte de Serge Danet sur Alain Resnais, qui réfléchit en 1983 sur ce qui est devenu le Resnais qui a quasiment inventé le cinéma moderne à lui tout seul. Je vais vous en lire un court extrait. Cet homme a signé 3 films géniaux, 3 témoins irrécusables de notre modernité, 3 manuscrits rédigés en VO dans ce que Maurice Blanchot appelle l'écriture du désastre. Nuit et brouillard, Hiroshima mon amour et Muriel.
Au tournant des années 60, Resnais a été mieux qu'un bon cinéaste, un sismographe. Il lui est arrivé cette chose terrible de capter l'événement fondateur de la modernité, qu'au cinéma comme ailleurs, il faudrait compter avec un personnage de plus, l'espèce humaine. Alors là, bien sûr, il faut entendre l'espèce humaine à la fois au sens du scientifique Laborie et au sens du titre d'un des plus grands livres de témoignages sur la déportation, qui est le livre de Robert Antelme, donc L'espèce humaine, en 1947. Or, ce personnage venait d'être nié, les camps de concentration, atomisé, la bombe, diminué, la torture. Et le cinéma traditionnel était bien incapable de rendre cela. Il fallait trouver une forme, ce fut Alain Resnais. Alors, je crois que c'est important de lier ce mot de désastre avec cette question de Mon oncle d'Amérique, puisque Danet dit que dans les années suivantes, dans les années 80, Resnais va s'emparer de ce motif de désastre, mais en utilisant des formes plus ludiques. Il va réfléchir à comment évoquer le désastre. Et je crois que Mon oncle d'Amérique est finalement aussi un film sur la violence du comportement humain. Je conclurai avec la phrase qui conclut le scénario de Mon oncle d'Amérique par Jean Gruaud. Vous allez voir qu'elle est très étonnante. C'est une citation. Je lis la dernière page du scénario. Il écrit une citation qui n'est pas dans le film, une citation de Jean Rostand. « Tous les espoirs sont permis à l'homme, même celui de disparaître. » De l'image de Janine et de Jean se battant, on passe à des paysages de villes en ruine que nous explorons. Nous avançons le long d'une rue vide, d'une cité antique en ruine, Utica en Tunisie par exemple, ou d'une ville moderne abandonnée par ses habitants, la partie sud du quartier du Bronx à New York, ou la ville de Cleveland dans l'Ohio, ou encore le cimetière de Woodlawn à New York, avec ses mausolées géants. Entre-temps, le visage et la voix du professeur Laborie se sont effacés. Voilà, je voudrais conclure ce cours avec cette conclusion ironique de cette phrase de Rostand sur la disparition des hommes par leur propre faute, et en disant que peut-être cette citation parle et résonne très fortement avec notre vie d'aujourd'hui. Merci.